J'aimerais m'adresser à Didier, qui est président de la DAC. J'aimerais que vous preniez un peu la parole avant de débuter vraiment cette émission. Lors du forum du 22 mai, il y a eu un pôle médical très, 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 très fourni où Ah, nous avons pu voir, ou en visio ou en présentiel, les personnes qui sont présentes dans cette émission. Il y a encore quelques absents, mais en fait, ce n'est pas grave puisque ils rejoindront l'équipe de travail plus tard. Nous avons vu deux thèmes essentiels, qui est le premier thème, la pharmacopée médicale en Afrique avec les produits africains et les possibilités qu'il y aurait de faire une co-construction entre cette pharmacopée, c'est-à-dire toute la chaîne de valeur qui suit cette pharmacopée, et la médecine occidentale, avec bien sûr des applications dans la médecine d'aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est voir comment nous pouvons influer positivement dans les domaines de la santé et de l'organisation de la santé, que ce soit en RDC, en RC, en Afrique centrale ou en Afrique francophone. Déjà, c'est un gros challenge, mais nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice en essayant de faire bouger les lignes et en essayant aussi de créer une dynamique et des synergies entre les différents acteurs médicaux et économiques. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Maintenant, je vais laisser les professionnels de la santé s'exprimer. Moi, je ne suis là éventuellement pour amener ma petite touche personnelle à DAC à ce débat. donc je vais poser un peu l'édifice à tout ça, mais j'aimerais vous poser la question, quelles sont les priorités de la santé publique en RDC? Comme notre pays fait partie des pays en voie de développement, la santé est vraiment un problème très crucial. Nous sommes dans une époque où nous sommes encore en train de découvrir ce que bien d'autres nations ont déjà découvert. Nous sommes en train d'appliquer ce que bien de nations ont déjà appliqué chez eux. Et nous sommes un peu en retrait. Il y a beaucoup de technologies que nous découvrons, il y a beaucoup d'applications que nous découvrons par manque d'accompagnement ou par manque de moyens nécessaires, comme je peux dire la recherche est vraiment un peu retardée. Nous sommes en train de booster et de forcer pour essayer de voir comment se mettre à niveau et pour pouvoir bien prendre en charge nos patients. Alors, c'est un peu une difficulté que nous avons. Nous, ici en RDC, c'est vraiment une grande difficulté. Nous recevons nos malades, nous les traitons avec, comme on dit chez nous, avec les moyens de bord, ce que nous avons en présence. Il serait vraiment difficile de prendre en charge des patients qui ne peuvent pas nous apporter les résultats des examens que nous leur avons demandés. Nous ne serons pas avancés avec ça. Donc, on a vraiment un problème énorme ici en RDC par rapport à la santé. D'accord, mais d'accord, parce que je crois comprendre qu'il y a aussi une augmentation sur les maladies transmissibles au niveau de la RDC. Est-ce que c'est vrai déjà? Est-ce que, Oui, bon, c'est... oui en fait, c'est un peu vrai, mais ce n'est pas une généralité. La Uh-huh. République démocratique du Congo traverse une période où
il y a un brassage d'abord de culture, il y a un brassage d'ethnie, en fait, on prend un peu de tout. Mais si lorsqu'on recule un peu d'un siècle en arrière, on se rend compte que nous avons accepté beaucoup de choses dans notre culture qui a modifié notre mode de vie. Parce que lorsque vous regardez la culture africaine, la culture congolaise, tout était ancestral. Il n'y avait pas de technologie moderne, il n'y avait pas ce qu'on appelle la médecine moderne, il n'y en avait pas, tout était ancestral. Et au fur et à mesure que nous avons accédé comment je peux dire, aux habitudes occidentales ou dans les cultures des autres pays, nous avons commencé à être modifiés et modelés. Je prends par exemple, comme vous venez de parler des maladies non transmissibles. L'origine des maladies non transmissibles, en fait, c'est l'alimentation d'abord. Quand je parle de l'alimentation et de la génétique, il y a deux choses qui font que les maladies non transmissibles augmentent le taux de mortalité en République démocratique du Congo, c'est la génétique et l'alimentation. Lorsque j'ai remis d'un siècle en arrière, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents ne prenaient pas, en fait, ils ne prenaient que tout ce qui était des champs. Ils ne consommaient que ce qui était des champs, tout ce qui était bio, tout ce qui venait de la terre. Eux, ils cultivaient et ils emmenaient à table pour consommation. Et à cette époque-là, il y avait des maladies, mais chez nous, ça ne se sentait pas vraiment parce qu'on ne connaissait pas encore les différentes réactions que notre organisme pouvait avoir par rapport à ce brassage de culture-là. Mais un siècle s'est passé, 2 siècles s'est passé, il y a eu remodelage dans notre organisme a réagi par rapport à tout ce que nous avons embrassé. Et maintenant, actuellement, nous vivons selon d'autres cultures plutôt que selon la nôtre. Et cela a entraîné des maladies. Parce que notre organisme, nous sommes des bantous, nous sommes des noirs. Et nous ne pouvons pas nous conformer selon... En fait, notre organisme ne peut pas réagir par rapport à ce que nous recevons, par rapport à la culture occidentale, par exemple, par rapport à la race blanche. Il y a vraiment deux modifications génétiques à ce niveau-là. Il y a vraiment donc des différences là-dessus. Et qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Jean-Robert Ngongu, que vous êtes biologiste, chercheur? Est-ce que vous pouvez rebondir un peu de ce que dit Naomi Ngela? Absolument. Alors, pour compléter le propos de Naomi, donc je dirais ceci. C'est vrai que les défis sont de plusieurs ordres, mais je voulais revenir au défi, le premier défi, donc le défi primordial que nous avons à faire dans la zone subtropicale. Donc, il s'agit bien entendu du paludisme que tout le monde connaît. Le paludisme est donc qui est transmis par par l'anophèle exactement, et ensuite donc c'est le fameux plasmodium donc falciparum qui décime les populations les plus fragiles, donc c'est les enfants de moins de 5 ans et aussi les femmes enceintes. Donc ça c'est le fléau majeur, et donc ça c'est un, et ensuite viennent les parasitoses intestinales, et par la suite il y a effectivement donc ce qu'on appelle les maladies de nouvelle génération, donc qui sont liées un petit peu à l'incursion, on va dire, des habitudes alimentaires importées dans cet environnement. Et donc, aujourd'hui, de plus en plus, on voit ce qui se passe. Il y a des maladies qu'on ne voyait pas, que ce soit, je veux dire, l'incidence des maladies cardiovasculaires et tout ce qui est lié aux insuffisances rénales. On peut citer également ce qui est aussi l'hypertension artérielle. Donc, vous voyez, donc,
je m'arrête là. Diabète, Donc, ce le sont diabète aussi. Diabète Le également. diabète. le diabète également. Donc, on voit déjà que, en ne citant que ces quatre, donc ces quatre maladies phares, donc ça touche, pardon, une Mhm. population importante dans la sous-région. Donc, ce sont des défis majeurs. Et troisième point que je voulais souligner, c'est l'accès effectivement aux soins. Donc, docteur Naomi en a abordé le sujet. C'est-à-dire tout simplement qu'en fait, il y a un déficit lié au pouvoir d'achat, à l'accès aux soins. D'accord. Premièrement, premièrement, pour ce qui concerne, je veux dire, les hôpitaux, et deuxièmement, l'accès aux médicaments. Et donc, l'offre au niveau hospitalier n'est pas en adéquation avec, on va dire, la demande. Donc, de plus en plus, il y a plus de demandes, et au niveau de l'hôpital, malheureusement, il n'y a pas de répondant. Et le pouvoir d'achat ne permet pas, malheureusement, suite à une prescription médicale, aux Mhm. familles d'être Mhm. pourvues en médicaments qui soient capables d'enrayer tant, peu ou prou, effectivement, donc, les pathologies qui ont été citées. Donc, vous voyez, donc, les défis, le défi est majeur, mais en fait, ils sont subdivisés. Là, on ne parlait que des maladies non transmissibles. Alors, si on entre dans tout ce qui est maladie transmissible, on voit encore, en fait, c'est le même cycle. Oui, C'est le même cycle. C'est le même cycle. Donc, oui, je m'arrête là tout pour à dire fait. tout simplement que les défis sont majeurs. D'accord. Donc, je vais revenir sur, enfin, je vais plutôt aller sur Nora Duluth. Bonjour Nora, vous êtes chercheuse en immunologie, conseillère nutritionniste. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça, finalement? Je suis complètement d'accord avec le docteur Naomi et les docteurs Jean-Robert. En ce qui est constat en termes de santé publique, on sait qu'aujourd'hui, l'Afrique fait face à une double urgence sanitaire. On a d'une part les maladies infectieuses qui sont dominantes, dont les Mhm. paludismes, comme l'a cité le docteur Jean-Robert Mbungu, mais il y a Mhm. également plein d'autres pathologies telles que la tuberculose, les VIH, les maladies liées à la pollution de l'eau, la mortalité infantile. Aujourd'hui, les systèmes de santé essayent encore de s'adapter pour apporter les solutions à ces niveaux-là, au niveau des pathologies infectieuses. D'accord. Le système n'est pas encore au point, alors que les problèmes des sociétés n'arrêtent de s'accroître. Aujourd'hui, les populations font face à des maladies chroniques non transmissibles ou de Mhm. maladies des civilisations, comme on peut le remarquer partout dans le monde, avec l'hypertension artérielle qui est quand même une première cause des mortalités pour les maladies cardiaques, le diabète des type 2 qui ne cesse de progresser, et les données disent que d'ici 2040, on va avoir un dédoublement de nombre des personnes qui vont être confrontées à cette pathologie, et des personnes de plus en plus jeunes. Autrefois, le diabète était plus attribué à des adultes de plus de 50 ans. Aujourd'hui, on Mhm. retrouve des personnes jeunes ayant cette pathologie. La population fait également face à l'obésité et au syndrome métabolique, pour n'en citer que, sans compter les nombres de cas de cancer qui augmentent. Aujourd'hui, les systèmes de santé ont besoin de moyens concrets pour pouvoir répondre à ces défis, que ce Mhm. soit au niveau de maladies infectieuses, mais également au niveau de maladies chroniques non transmissibles. Et pourquoi ces maladies chroniques aujourd'hui explosent? Il y a plusieurs causes qui ont déjà été évoquées, notamment le changement au niveau de mode de vie qui, dans les dernières générations, ont été transformés avec une sédentarisation qui est croissante, un mode de vie qui entraîne beaucoup de stress urbain, une perte de rythme traditionnel. Les us et coutumes de nos ancêtres sont aujourd'hui perdus avec l'urbanisation, et l'alimentation, en fait, qui n'est plus du tout adaptée. Donc, Mhm. autrefois, l'alimentation qui était utilisée comme moyen de prévention par nos ancêtres, même si cela n'était pas connu tel quel, mais c'était quand même un moyen de prévention qui permettait de freiner
l'apparition des nouvelles pathologies. Aujourd'hui, Mmh. avec changement de mode alimentaire, avec une alimentation ultra transformée, un excès des sucres raffinés, des huiles hydrogénées, forcément, on va courir vers une inflammation chronique, vers des dérèglements hormonaux, vers des terrains favorables aux pathologies chroniques. Et Mmh. Mmh. aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de retourner à la source pour aller puiser ce qui était déjà connu par nos ancêtres pour pouvoir le moderniser, les standardiser afin de soutenir la prise en charge des patients dans nos pays en voie de développement. D'accord. Donc c'est pour ça que ça tombe très très bien qu'on parle du Congo, des sous-régions comme la Centrafrique, comme la RDC, Congo-Brazzaville, même le Gabon, parce que on est pas encore à ce niveau-là au niveau du développement surtout sanitaire. Et là, je vais m'adresser quand même à Sarah Swamona, qui est pharmacienne enseignante, chercheuse et directrice de recherche. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de tout ça, finalement, Sarah? Oui, merci. Moi, je rejoins aussi hein, mes confrères dans cette idée-là, en fait. Et c'est un enjeu, en fait, qui aujourd'hui est d'actualité. Et moi, pour répondre, si je peux rajouter quelque chose par rapport à ça, c'est que Hein? dans nos systèmes de santé en Afrique et plus précisément même au Congo, un des enjeux majeurs, en tout cas un des blocages, c'est que nos systèmes de santé sont encore trop centrés sur l'urgence. Je m'explique. C'est on soigne davantage les problèmes lorsqu'ils apparaissent déjà et on alloue moins d'efforts ou des moyens à la prévention, par exemple. Parce qu'au final, si je complexe ce que Nora a dit, c'est en fait des maladies qui peuvent aussi être prévenues simplement par l'hygiène de vie, par l'alimentation. C'est vraiment un ensemble de tout. Et aujourd'hui, cet enjeu-là, en fait, de santé publique, en fait, ça explose, mais parce qu'il y a aussi des actions, en tout cas, qui sont minimisées, si je peux dire les mots comme ça, et on ne met pas assez de moyens dans ça. En sachant c'est qu'il y a l'inégalité aussi territoriale. Quelqu'un qui vit dans la capitale ou qui vit dans les zones un peu plus reculées ou enclavées ou en tout cas difficiles d'accès, les réalités ne sont Mhm. pas les mêmes. Donc, du coup, c'est aussi un enjeu, en fait, que de se dire, bah, les politiques de santé, par exemple, ou en tout cas, ce qui est mis en place ne peut pas s'appliquer de façon uniforme à l'ensemble du territoire. Hein. Donc, du coup, il y a lieu aussi de savoir, lorsque nous mettons en place aussi des moyens pour la prise en charge de ces différents enjeux de santé publique, de tenir compte de tout ça et de plutôt aussi axer notre angle d'étude ou nos actions sur la prévention, en sachant que la plupart des pays en Afrique sont des pays qui ont peu de moyens. C'est des pays en fait qui, au final, lorsque les maladies surviennent et que les cas deviennent complexes, ça devient plus difficile Bien sûr. à gérer, d'autant plus qu'il y a des familles, lorsque un patient doit lui-même prendre en charge les médicaments, l'hospitalisation, l'accès même à l'hôpital, hein, tout simplement, l'accès à ces centres de santé-là, généralement, il se tourne vers l'automédication ou soit sur des traitements traditionnels qui ne sont pas encore standardisés, qui ne sont pas encore prouvés, que ce soit pas forcément scientifiquement, parce que l'effet parfois, ça fonctionne, mais les études ne sont pas encore suffisamment poussées pour pouvoir appliquer ce traitement-là, ou en tout cas ce mode d'action-là à l'échelle nationale et pouvoir avoir un traitement qui puisse fonctionner sur X ou Y patients. Donc, du coup, c'est tout ça en fait mis ensemble avec tout ce que mes confrères viennent de dire, qui fait que justement aujourd'hui on a cet enjeu de santé publique qui est vraiment important. D'accord. Bon, d'accord. Donc je Puis-je comprends rajouter bien quelque que... chose, chers amis? Puis-je rajouter quelque Bien sûr, chose? Je vous bien ai, sûr. oui, Oui, bien sûr. je vous ai entendu et c'est passionnant et ça conforte ma vision. En fait, d'abord, pourquoi
les problèmes médicaux. Alors, nous sommes d'accord sur le changement, si vous voulez, qu'il y a eu dans la façon de vivre des gens d'Afrique subsaharienne. Et nous avons eu ces changements aussi en Occident, hein, avec l'augmentation des villes, les campagnes, enfin, le milieu rural qui s'est vidé, l'alimentation ultra transformée, les produits chimiques qui polluent le sol, mais que l'on ingère aussi, la pollution, etc. Tout ça, nous sommes tous d'accord, parce que le constat a été fait, refait, refait et refait. Le problème, c'est que on a beau faire le constat, si on n'amène pas un certain nombre de remèdes, le constat, nous serons morts quand il sera toujours là. Il y a un vrai problème en Afrique, mais pas qu'en Afrique d'ailleurs, ailleurs aussi. C'est un problème de volonté politique, parce que j'ai entendu dire tout à l'heure, il n'y a pas les moyens. Si, il y a les moyens. Et bien sûr qu'il y a les moyens. Il ne faut pas me dire qu'un pays comme le Congo, Brazzaville, ou le Congo, la RDC, ou la Centrafrique, ou le Gabon, ou l'Angola n'ont pas les moyens. Ils ont les moyens. Sauf que les moyens sont dilapidés, sont mal utilisés, sont aux mains d'une minorité qui en a rien à faire des populations, hein, et en fait, qui dirige les flux financiers vers ou des familles, ou vers des clans, ou vers d'autres choses, et qu'en fait, les pays n'en profitent pas. Ou alors, en plus, il y a aussi ces moyens qui sont détournés par des puissances étrangères qui se servent joyeusement en pillant le sol, le sous-sol, etc. Donc, il y a les moyens. Sauf qu'il faut arriver à diriger une partie de ces moyens. Bon, il faut que tout le monde gagne sa vie. Mais là, ce n'est pas gagner sa vie, c'est du pillage. Donc, bien sûr que ces moyens existent. Et bien sûr que s'il y a une volonté politique et une volonté économique, il y aura moyen au niveau national, régional, de mettre en place des politiques de santé dignes de ce nom, sans faire appel en permanence à l'OMS, parce que plus nous sommes, plus l'Afrique est dépendante des autres, plus elle est tenue en main, justement, pour qu'elle ne puisse pas évoluer. Donc, il y a une jeunesse formidable. Vous qui êtes là, vous êtes formidable. Je vous écoute, je suis émerveillé de votre savoir, je suis émerveillé de ce que vous faites. Mais il ne faut pas dire qu'il n'y a pas les moyens. Il y a les moyens. Maintenant, notre combat aussi, et la DAC est là pour ça aussi, notre combat, c'est que une partie de ces moyens, si infime soit-elle, soit dirigée vers les bonnes directions et se perdent pas dans les sables mouvants ou dans la brousse. Voilà. Bien. Ça c'est vraiment des thèmes intéressants, mais qui pourraient faire partie également d'une autre émission, hein, mon très cher Didier Renaud. Là, je sens vraiment l'homme passionné, l'homme passionnant et l'homme de terrain qui parle. Mais justement, j'aimerais revenir sur le docteur Naomi Ndelela Muyambi, parce qu'elle est quand même quelque part en première ligne de tout ça. Comme vous êtes docteur à l'hôpital de Kinshasa, vous faisiez front à tout ça, justement. Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus sur ces sujets-là, sur les réceptions des malades et autres? D'accord, merci. En fait, on a une énorme difficulté à traiter les malades, à prendre en charge les malades, une énorme difficulté. D'abord, la première difficulté, en fait, il y a deux types de difficultés. La première, c'est d'abord le patient lui-même qui pose problème. Parce qu'on peut être là, le patient, il te vient en retard. Il a sa maladie, il préfère rester à la maison, s'automédiquer, soigner par des pratiques non conventionnelles, juste parce qu'il n'a pas des moyens. La maladie, elle ne cajonne pas, elle avance, elle s'installe, s'incube,
Et lorsque maintenant les signes et symptômes s'aggravent, maintenant c'est là que le patient il fait appel. Et déjà, comme il y a un problème, comme il y a déjà un problème d'ordre socio-économique, ils vont faire le temps de faire une collecte pour emmener le patient à l'hôpital, pour l'hospitaliser ou le faire examiner pour savoir ce qu'il a en réalité. Le temps est en train d'avancer. Je prends un exemple. Par exemple, une personne qui tombe en plein milieu de travail, c'est un cas qu'on avait reçu, il est tombé. Il a juste perdu connaissance, il est tombé. Le temps de quitter la ville pour l'emmener dans le centre là où à l'hôpital où nous sommes, il s'est passé du temps parce que lui-même, le malade, ne voulait pas aller à l'hôpital. Il disait, je vais bien. Quand on l'a mis assis, il dit, je vais bien. On l'a juste donné une tasse d'eau, un verre d'eau. Il a repris ses esprits. Il dit, il va bien. En réalité, il n'allait pas bien. En réalité, il y avait déjà l'AVC qui s'installait. Mais lui, il disait, il allait bien. Le temps qu'il sorte de son bureau, en fait, il a encore chuté, il a encore perdu connaissance. Ses collègues ont appelé sa femme, ses collègues ont appelé ses enfants, les membres de famille et tout. On leur a dit de ne pas le déplacer parce que lui-même ne veut pas qu'on l'emmène à l'hôpital. En fait, je suis en train juste de vous faire savoir que le malade lui-même est un problème. Lui-même, le malade, il a un problème pour lui-même, pour sa propre santé, c'est un problème parce qu'il ne veut pas croire ou faire savoir qu'il est malade et il ne veut pas dépenser pour sa propre santé. Ça, c'est le problème. Une fois que nous le recevons, lorsque nous le recevons, après examen, on fait savoir qu'il y a une série d'examens que nous devons réaliser pour diagnostiquer ce qu'il a, parce qu'on ne peut pas deviner ce que le patient a sans examen clinique. Ce n'est pas en regardant un patient qu'on va diagnostiquer ce qu'il a. Nous avons des diagnostics de présomption. Nous avons des diagnostics nous supposons, nous excluons, nous établissons des diagnostics, mais qui sont confirmés que par des examens réalisés, les bilans au laboratoire et des bilans imagerie. Ce n'est que ces bilans-là, ces examens d'imagerie et de laboratoire, qui ne peuvent nous donner une confirmation du diagnostic posé. Alors, le deuxième problème, c'est le temps que le patient accepte qu'on lui fasse ces examens, qu'on l'emmène au laboratoire pour prélèvement. Ce temps-là, la maladie n'attend pas. Elle est évoluante et elle n'affiche pas qu'elle est arrivée à telle étape, elle est arrivée à telle étape. Elle évolue. Supposons que le patient, il est déjà génétiquement prédisposable. La maladie va s'installer très rapidement. Supposons qu'il était déjà dans une mauvaise condition nutritionnelle. La maladie va s'installer très rapidement. Je ne vous parle pas aussi du sexe et de la race, parce qu'il y a certaines maladies, soit c'est un homme, soit c'est une femme, les modes d'installation est totalement différent. Soit la personne est blanche, soit la personne est noire, soit la personne est jaune. Chez les Chinois et consorts, le mode d'installation de la maladie, elle est aussi différente. Mais ça, le malade ne sait pas. Le malade ne sait pas. Lui, il se dit, je vais me concerter avec la famille. Ce que nous avons, nous pourrons le faire. Or, nous avons besoin de l'urgence, des résultats en urgence parce qu'il y a des examens qu'on a besoin en urgence. Lorsqu'un malade nous vient inconscient, il y a une série d'examens qu'on fait en urgence qui vont nous permettre de poser les premiers diagnostics, qui vont nous permettre d'établir les premiers traitements. Parce qu'il y a des traitements préliminaires pour stabiliser le patient, mais on ne peut pas établir ces traitements-là sans résultat des bilans. Et ça, c'est un autre problème. Donc, le temps que la famille se décide,
nous allons faire les examens. Ça peut passer peut-être 2-3 jours. Hein. Depuis son admission, ça peut passer 2-3 jours ou encore moins une semaine. Le temps qu'il se décide de réaliser, on nous emmène des résultats. En fait, ce n'est pas les résultats que nous nous attendions au moment des faits. Parce que lorsque l'AVC s'installe, l'AVC se diagnostique dans les heures qui suivent. Ce n'est pas comme le paludisme, ce n'est pas comme la tuberculose, ce n'est pas comme le cancer. Non, l'AVC, il s'installe, on doit le diagnostiquer dans les heures. En 2 heures, il y a un signe. En 4 heures, il y a un signe. En 24 heures, il y a un signe. En 48 heures, en fait, le simple fait de tarder sur les résultats, vous avez aussi des diagnostics biaisés. Et c'est ça le vrai problème majeur que nous avons dans notre pays. Vous avez des malades qui arrivent, mais qui n'ont pas l'exactitude de leur pathologie à cause du trop tard de la réalisation des examens. Tout à fait. Donc, on est un peu dans un mélange de l'ancien, du nouveau et de l'avenir. Et c'est pour ça que j'ai entendu dire qu'il y avait Pharmacopée. Alors, vous êtes tout un groupe. Je voulais faire un petit comeback depuis tout à l'heure sur l'état d'aujourd'hui de Kinshasa et puis des pays voisins aussi, même ailleurs. Et donc Didier Renaud, qui est président de la DAC, m'a parlé de Pharmacopée. Donc vous en faites partie. Vous faites beaucoup sur ces sujets-là. Est-ce que vous pouvez je vais donner la parole à Jean-Robert sur ce sujet qui peut m'expliquer tout ce que c'est finalement. Merci Martial. L'explication va être simple. L'explication va être simple parce qu'en fait, c'est vrai que quand on parle de pharmacopée, on oublie de souligner l'arrière-plan parce qu'en fait, l'arrière-plan est lequel? C'est en fait, ce sont ce qu'on appelle un petit peu l'ethnobotanique, en fait, le rapport entre les populations et leur environnement. Et là, je parle de l'environnement végétal, donc notamment les plantes. Et donc, c'est d'abord ça à la base. Et ensuite, une fois que ce rapport est établi, c'est-à-dire sur le plan alimentaire, il y a dans cette alimentation, en fait, un double intérêt. Et il faut se référer à ce que Nora disait. En fait, dans l'alimentation courante, telle que c'était pratiqué auparavant, donc en fait, l'aliment était la prévention. Et ça nous ramène aussi un petit peu à la notion de ce que disait Hippocrate, que ton aliment soit ton médicament. Donc, il y a tout ça. Donc, en fait, il y a la prévention, mais ce même aliment est capable aussi de corriger la trajectoire d'un certain nombre de désordres, qu'ils soient métaboliques ou fonctionnels. Donc c'est ça. Donc, en fait, il y a vraiment une double détente, une double valeur de la consommation alimentaire, de l'élément alimentaire, la plante, bien sûr. Et donc, voilà un petit peu aujourd'hui, si on peut définir de manière simple la pharmacopée. Donc, en fait, l'usage, le premier usage, il est alimentaire, mais donc dans le sens de la prévention, mais il peut être également utilisé, tant soit peu, pour la correction d'un certain nombre de pathologies, exactement. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire de la pharmacopée. C'est-à-dire qu'en fait, les plantes d'intérêt, les plantes alimentaires d'intérêt médicinal qui sont dans l'environnement proche ou lointain des populations autochtones. D'accord, donc vous pouvez vraiment en parler parce que vous étiez directeur, hein, je crois, médical dans l'industrie pharmaceutique à une certaine époque. Est-ce que ça a évolué est-ce que ça a vraiment évolué sur ce côté-là ou pas? En pharmacie? Alors, en fait, oui, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand on prend la pharmacopée, c'est une question d'approche, comme je l'ai signifié un petit peu lors de mon intervention la dernière fois. En fait, il y a deux approches. Je vais prendre l'approche qui est celle, on va dire, occidentale. Même si c'est un petit peu faux et biaisé, parce qu'en fait, il faut dire aussi qu'au niveau de la France, au niveau de l'Europe, tu l'as rappelé, il y avait aussi un intérêt au niveau des pharmacopées, c'est-à-dire des plantes qui sont connues et reconnues ayant des propriétés curatives. Donc, ça se fait. Mais la démarche au niveau pharmaceutique a consisté en réalité en une méthodologie qui procédait de ce qu'on appelle les études précliniques, en ce sens qu'en fait, on va chercher les plantes, on va interroger les savoirs,
les savoirs autochtones, que ce soit africains ou d'ailleurs. Donc, on va interroger et ensuite, on fait une espèce un petit peu de pharmacopée dans le sens, dans le sens je veux dire, universitaire ou dans le sens académique du terme, dans le sens qu'on prend les plantes, on les décrit et à peu près, on essaie de s'intéresser à ce qu'on appelle à la pharmacologie, dans le sens, on essaie de définir un petit peu quelles sont les substances, quels sont les nutriments ou les principes actifs qui sont capables d'être étudiés. Donc voilà, il y a une démarche. Et donc, ce savoir est pris et donc voyage, parce que c'était le fait à l'époque de l'Orstom, ça commençait par l'Orstom, ça continue avec l'IRD, et aujourd'hui, il y a d'autres organismes. Donc, c'est une démarche. Et cette démarche, évidemment, les financements provenaient des compagnies pharmaceutiques voilà, qui mettaient en place tout un système pour leur apporter ces savoirs et notamment un certain nombre de principes actifs tirés des plantes. Et donc, à partir de ces plantes, donc les plantes, il y avait des extractions qui étaient faites dans différents milieux, différents solvants, ainsi de suite, j'en prends les détails. Mais ce qui était important, c'est, allez, vous voyez, la démarche, elle était autre, dans le sens qu'en fait, au lieu de partir de la plante totale ou d'un extrait, on va dire à queue totale, mais on va identifier une molécule. Donc, on va segmenter, on va séparer les molécules. Et donc, malheureusement, il y a des avantages et inconvénients, mais plus d'inconvénients parce qu'en fait, quand on commence à compartimenter une plante en termes de différentes molécules, ça se complique un petit peu. Mais on peut comprendre en même temps aussi la démarche scientifique et pharmaceutique parce qu'en fait, ils veulent un modèle, ils veulent une molécule parce que c'est plus facile au niveau des tests. Quand on veut faire des tests au niveau des récepteurs, à différents niveaux, au niveau des analyses, donc on a besoin vraiment d'un modèle. Donc c'est pour ça. Et donc, pour répondre à ta question, donc, ça continue, à aujourd'hui, ça continue. Mais c'est vrai que nous avons grand intérêt aujourd'hui à reconsidérer un petit peu de cette démarche-là parce que nous voyons qu'il y a des travers aujourd'hui. Parce que quand on prend une molécule qui est séparée de son, alors on va dire de son entité d'origine, ça devient en réalité une drogue. Parce qu'à l'époque, les pharmacies s'appelaient des drogueries. Et c'était à juste titre qu'on appelait ça comme ça. Voilà. Donc la méthode n'a pas changé. Non, mais c'est vrai que ça a pris depuis très longtemps une place importante dans les pratiques de santé africaines. Ça, on peut pas le cacher. Et aujourd'hui, leur potentiel suscite un intérêt croissant, justement, par rapport au développement. Euh, vous êtes pharmacienne enseignante, Sarah Touamona. Est-ce que vous pouvez, où est-ce que vous en êtes, vous, de votre côté, sur ces sujets-là? Sur tout ce qui est pharmacopée, donc pour compléter ce que Jean-Robert a dit, Ouais. même au niveau de la France hein, ou des pays plus développés, la pharmacopée occupe vraiment un très grand rôle. Aujourd'hui, je donne l'exemple même à Grenoble où je suis, dans notre laboratoire, en tout cas de façon plus globale dans le labo des recherches, nous avons recours à des plantes traditionnelles et c'est des plantes en fait qu'on retrouve pour certaines même, hein, même en Afrique ou au Congo. Parce qu'en fait, les médicaments, en fait, avant que ça passe toutes les étapes dans la recherche, jusqu'à l'élaboration, en tout cas le produit fini qui est le médicament qu'on consomme, en fait, il y a beaucoup qui font appel à des plantes. Et ça, en fait, le plus qui nous manque peut-être un peu en Afrique, c'est que ces plantes-là, en fait, font l'étude des tests. C'est en fait documenté. Et en fait, le résultat fini, en tout cas lorsque ça rentre dans la conception d'un médicament, c'est que ce sont des doses qui sont standardisées. C'est des doses c'est des éléments en fait qui font que le médicament, pour pouvoir être approuvé au niveau de l'Agence nationale du médicament, pour avoir l'autorisation de mise sur le marché, en fait, il y a des éléments de preuve de la documentation qu'on apporte. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui peut être plus mis en avant, en tout cas plus creusé au niveau de la pharmacopée africaine, c'est que, en fait, nous, en Afrique, on consomme déjà ces plantes. C'est-à-dire que le savoir, il est là. Ça, il n'y a aucun dessus. Le savoir, il est là. Nous savons que ces plantes-là fonctionnent. Nous savons que la pharmacopée africaine regorge d'un potentiel immense, mais le point bloquant, c'est qu'en fait, il est appliqué au cas par cas. C'est-à-dire,
c'est X patient ou X personne qui va développer, qui va partir de la même plante, hein, et qui va du coup faire le mélange un peu à sa sauce et qui va du coup apporter un traitement traditionnel. Y patient va faire exactement la même chose. Et alors que si nous voulons apporter quelque chose qui soit vraiment plus cohérent et surtout plus crédible à l'échelle internationale, c'est ça. En fait, il faudrait que tous ces savoirs-là puissent concorder et qu'on puisse documenter et sortir, donc apporter nos propres données, nos propres preuves scientifiques pour D'accord. pouvoir nous rendre crédibles à l'échelle internationale. D'accord. Je Donc, voulais, je voulais ajouter quelque chose, Martial, s'il te plaît, parce qu'en fait, oui, c'est vrai que le problème n'est pas tant les plantes. Le problème n'est pas tant les plantes ni leur usage, mais le problème, c'est en fait c'est comme l'a dit, je crois que c'est Naomi qui l'a évoqué, c'est le problème en fait du diagnostic biologique qu'il faut faire avant pour déterminer est-ce que c'est par exemple un excès de sucre dans le sang, auquel cas il faut prendre, je dirais n'importe quoi, une infusion de manguier. Est-ce que c'est un excès de cholestérol? Est-ce que c'est un excès de créatinine et une insuffisance? Ouais. Donc, c'est le diagnostic biologique qui doit être déjà vraiment un diagnostic de valeur. Et les uh-huh, solutions existent. Les solutions existent. Les plantes en tant que telles, en fait, elles ne sont pas, on va dire, elles ne sont pas remises en cause. Mais le problème, c'est l'adéquation entre la biologie et le traitement à mettre en place. C'est-à-dire que la plante garde ses vertus, mais si c'est la tout à fait. mauvaise plante qui est utilisée, ben, malheureusement, on ne sort pas du lot. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc, oui, oui, tout à fait. C'est pour ça que je vais me retourner sur Nora Dolus, qui est conseillère nutritionniste. On parle de nutrition finalement. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ces sujets-là, alors? Ben, je pense déjà pour rebondir par rapport à ce que vient de dire docteur Jean-Robert en lien avec ce qui a été dit par le docteur Naomi, il ne faut pas négliger l'aspect sensibilisation au niveau de la population. Il faut éduquer la Mhm. population sur les enjeux des pathologies de civilisation, des pathologies auxquelles la population fait face. Leur parler des habitudes alimentaires à mettre en place au quotidien qui vont directement aller renouer avec les habitudes alimentaires de nos ancêtres pour qu'il y ait des assiettes qui vont être des assiettes santé, des préventions. Leur parler avec des mots qui pourront comprendre des, euh, des maladies et en même temps travailler en collaboration avec les praticiens traditionnels. Si la population va directement, au lieu d'aller pour des examens biologiques, va d'abord consulter un, 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 un praticien traditionnel, il faudrait former ces personnes-là pour qu'en première ligne de prévention, ensemble avec des nutritionnistes, puissent déjà agir au niveau de la santé de la population à ces niveaux-là. On ne va pas aller très loin en Afrique, on va simplement prendre l'exemple du Burkina Faso qui aujourd'hui réintroduit la prise en charge par la médecine traditionnelle pour certaines pathologies. Aujourd'hui, cette médecine traditionnelle n'est pas du D'accord. tout écartée de la médecine moderne, on va dire. Les deux doivent converger. Donc, il faut sensibiliser la population sur les bases nutritionnelles. Il faut former les professionnels traditionnels qui répondent en fait aux normes pour pouvoir collaborer ensuite avec les cliniciens. Et une autre chose sur laquelle je voulais rebondir est que l'intérêt des plantes. Oui, l'intérêt est là. Et au niveau de la pharmacopée européenne ou asiatique, qui sont peut-être un peu plus documentées que la pharmacopée africaine, on voit il y a eu des études qui sont reconnues de manière internationale, qui viennent renforcer et valider les protocoles à utiliser. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui de manière détaillée en Afrique. Oui. Ça ne veut pas dire que même l'Occident
n'a pas accordé un intérêt à ces plantes. C'est complètement faux. Je vais donner quelques exemples. Au niveau, par exemple, du cancer. Aujourd'hui, il y a une molécule qui a été extraite de la pervenche de Madagascar, qui est une plante d'ornement qu'on trouve en Afrique, dans plusieurs pays africains. La pharmacopée occidentale ont fait des études là-dessus. Ils ont extrait la vinblastine, le principe actif, qui aujourd'hui est utilisé dans les traitements des cancers. Ça vient de l'Afrique. Et des exemples, il y en a énormément. Je vais citer par exemple la curcumine dans le curcuma. Pareil, il y a des études scientifiques qui ont été développées là-dessus. Même si aujourd'hui, on n'a pas encore des protocoles standardisés, il y a des ébauches scientifiques qui sont là, sur lesquelles nous devons, nous, aujourd'hui, nous appuyer pour pouvoir emmener les savoirs ancestrales au niveau clinique. Et pour ce faire, il faut une collaboration entre les scientifiques, entre les pharmaciens et les cliniciens. Et pour cela, bien sûr, il faut des financements, mais il faut aussi constituer des équipes, un travail vraiment de collaboration. Ouais, tout à fait. Et puis, d'après ce que je comprends, hein, c'est par habitude aussi, peut-être par expérience, parce que je connais bien aussi les pays africains, ça vient peut-être aussi de l'enseignement aussi. L'enseignement alimentaire n'est pas forcément dans les habitudes, dans les habitudes, si je peux parler comme ça. C'est-à-dire, cher Martial, oui, dis-moi. Cher Martial, en fait, quand tu dis l'enseignement alimentaire n'est pas dans les habitudes, tu as beaucoup en fait de gens qui sont déplacés dans les villages. L'enseignement alimentaire, il est dans les habitudes, puisque c'est la culture autour du village, c'est la culture. Bon, aujourd'hui, quand tu vois une ville comme Kinshasa, moins Brazzaville, parce que Brazzaville est beaucoup plus petite, évidemment, mais les problèmes sont les mêmes. Dans cette urbanisation anarchique qu'il y a dans ces villes, les gens n'ont plus vraiment la possibilité de se nourrir normalement, il n'y a plus de jardin, donc comme on disait tout à l'heure, beaucoup de mauvaise nourriture mal transformée et de basse qualité, avec des importations bien sûr qui en profitent, et les gens développent un tas de pathologies. Mais s'ils pouvaient faire autrement, dès qu'ils peuvent manger autrement, c'est parce que, en fait, ils n'ont plus le choix. C'est ça qu'il faut voir. Oh non, mais justement, et c'est pour ça, Didier, que je voulais en venir un peu à ça, parce que l'actualité d'aujourd'hui entre pays africains, c'est porte ouverte, de plus en plus, c'est-à-dire entre nations africaines. Et quand on voit que, par exemple, le docteur Naomi Muyambui, qui, elle, fait face et fait front, justement, à l'hôpital, directement, qu'est-ce que ça va devenir avec les ouvertures de frontières? Est-ce que vous pouvez me dire un peu quelque chose là-dessus, Didier? Est-ce que ça fait peur? Ça fait pas peur, tout ça, quand même? C'est à moi que vous vous adressez là? Ouais. Ouais. Oui, tout à fait, ouais. Oui, alors, moi je crois qu'au contraire, ça peut faire peur, les ouvertures de frontières, mais moi je crois beaucoup à la collaboration interafricaine. Maintenant, c'est évident, on est toujours dans un problème politique. On est toujours dans un problème politique. Justement, moi aussi, c'est justement là où il y a le problème. Oui, mais on est toujours dans un problème politique, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment, tu sais, l'Afrique a été passée au coup près en 1884 et 1885 par les accords de Berlin. L'Europe a mis l'Afrique en coupe réglée. Et depuis, il y a les conséquences à
long terme et nous en vivons encore les conséquences. Maintenant, c'est aux populations elles-mêmes et au gouvernement africain de faire en sorte que tout ça reste derrière et de voir l'avenir. N'oublions pas que l'Afrique est quand même un des continents qui va être le plus peuplé et avec une jeunesse formidable, avec des cerveaux, avec des possibilités aussi bien sur le plan de l'eau, du sol, du sous-sol, qui sont énormes. Donc c'est aux Africains, quand je dis le développement de l'Afrique par les Africains, pour les Africains, ça veut bien dire ce que ça veut dire. En fin de compte, c'est aussi à eux de prendre leur destin en main. Là, vous avez quelques intervenants qui prouvent que ça peut se faire. Maintenant, effectivement, il faut mettre en place des groupes de travail, aller porter la bonne parole, essayer de convaincre aussi bien en Europe qu'ailleurs, quand je dis l'Europe, mais ça peut être un peu partout, et qu'il y ait des co-constructions de projets sur la santé, sur la culture, sur le travail, justement, de toute cette biologie et de toute cette prévention et de toute cette nourriture. Je vais prendre un exemple. Quand il y a eu les débuts de la guerre en Ukraine, la presse, qui est quand même pas un cadeau, a commencé à dire « Ah, l'Afrique va mourir de faim ». Attendez, l'Afrique, si elle veut... Alors, l'Afrique sahélienne, c'est déjà un peu plus délicat. Mais l'Afrique subsaharienne, elle peut nourrir une partie de la planète. Donc, avec tout ce qu'il y a, toutes les plantes, les maniocs, les fruits, etc. Donc, c'est toute une, je ne veux pas dire une industrie, mais c'est tout un système agroalimentaire à mettre en place. Et justement, les problèmes peuvent disparaître avec une meilleure nutrition, parce qu'aujourd'hui, n'oublions pas que la plupart des pays africains importent 80% de leur nourriture, ce qui est un non-sens. Exact. Je laisse la parole aux spécialistes maintenant. C'est un non-sens, effectivement. Et là, celui qui veut bien répondre à ça, c'est quels sont finalement tout ça. On va revenir un peu sur la pharmacopée, mais quels sont les atouts spécifiques de la pharmacopée congolaise? Qui veut bien répondre à ça? Moi, je veux bien répondre là-dessus. Et ce que a dit Nora est essentiel dans ce sens qu'il faut vraiment une éducation et une éducation qui puisse partir déjà, j'allais dire, depuis le préscolaire en passant par jusqu'à l'université, parce qu'il faut travailler au niveau de l'éducation. Ça, c'est un premier. Deuxièmement, c'est vrai que dans le contexte actuel, et depuis quelques années d'ailleurs, ceux qui exercent la médecine moderne, donc dans les hôpitaux, donc les médecins reconnus par l'État, c'est vrai, ont un regard méfiant vis-à-vis un petit peu de ce que proposent les tradithérapeutes. En quoi? Parce qu'en fait, déjà eux-mêmes, les médecins, ils méconnaissent la pharmacopée parce qu'ils ont été à une certaine école et qui est en opposition avec l'école locale. Vous voyez, donc ça crée des conflits. Troisième chose, aujourd'hui, il y a de plus en plus de consensus, qu'on soit en Europe, qu'on soit en Asie ou aux États-Unis, que la médecine moderne, c'est-à-dire qu'en fait, les traitements tels qu'ils sont pratiqués en milieu hospitalier, que ce soit public ou privé, peuvent en fait être appliqués en synergie avec tout le savoir, je veux dire, des plantes médicinales. Donc aujourd'hui, de plus en plus, il y a un consensus parce que qu'on soit au niveau dans les grands hôpitaux parisiens ailleurs, donc il y a des éminents professeurs de médecine qui recommandent à la suite des traitements ou en tout cas de manière concomitante aux traitements qu'ils donnent aux patients, peuvent recommander telle ou telle plante, ainsi de suite, et ça marche très très bien. Très très bien. Et je voulais aussi citer l'exemple de ce qu'on a commencé à faire depuis quelques années avec une collègue qui se trouve à Brazzaville. Et en fait, nous avons aidé, on va dire, par le biais des tisanes, des infusions,
et que ce soit des monoplantes ou d'une synergie de plantes, d'association de plantes, aider des personnes qui étaient elles-mêmes, qui demandaient, c'est-à-dire des personnes, dans le cas de certains cancers, cancer du sein, pour ne citer que ça, donc qui étaient sous chimiothérapie et bon, voilà, c'était cas un cas. Et à partir du moment où ils ont commencé à associer la chimiothérapie, donc parce que la chimiothérapie, au départ, je crois que c'est tous les 15 jours, et dès qu'elles ont commencé à associer donc l'usage des plantes, ou en tout cas les infusions, et il y a eu des progrès étonnants qui ont été constatés par le corps médical. Et 15 jours, donc 30 jours après avoir toujours continué dans la pratique de la chimio et les plantes, on a bien vu vraiment des progrès énormissimes au niveau de la cicatrisation, voilà, au niveau des seins, des mamelles. Donc, il y a aujourd'hui, pour revenir, il y a un consensus et donc il y a beaucoup à gagner dans la collaboration qui passe par l'éducation, bien sûr, les tradithérapeutes, des populations, mais aussi, je veux dire, il faut qu'il y ait du côté de la médecine classique, eh bien, une éducation aussi, appelons ça comme ça, c'est une éducation. En fait, les uns et les autres nécessitent d'être éduqués de manière à ce qu'il y ait une synergie d'action, parce qu'en réalité, l'affrontement, ce n'est pas au niveau des humains, mais c'est abattre les différentes pathologies qu'on peut trouver sur le terrain, qui peuvent parfois être coriaces, sans le concours des uns ou des autres. Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça que je vais en reprendre un peu sur Sarah, juste pour savoir, euh, comment mieux encadrer et sécuriser finalement enfin, ces pratiques-là? Est-ce que vous pouvez me dire un truc? Oui, je pense, Oui, 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 genre, vas-y, vas-y. Non, l'encadrement aujourd'hui, en fait, en réalité, je crois que c'est Sarah qui l'a dit. Sarah qui l'a dit Ouais, donc, dès le départ. Et donc, je vais être bref là-dessus pour la laisser parler. En d'accord. fait, l'encadrement passe par la structuration de tous les processus. De la plante jusqu'à, on va dire, à la fabrication, il faut qu'il y ait quand même un certain, je dis un mot, un contrôle qualité de tous les processus, savoir si les plantes ont été cueillies en bonne et due forme, séchées en bonne et due forme, les poudres gardées donc à l'abri de la lumière pour ne pas casser certaines molécules. Par exemple, la vitamine C n'aime pas le soleil et ainsi de suite. Donc, vous voyez, donc en fait, c'est des processus qui sont simples à mettre en place et donc qu'il y ait effectivement une éducation dans la production, entre guillemets, des remèdes. Et c'est Oui, ce c'est qui une va chaîne. faire de telle sorte que les médecins vont être en confiance de les utiliser, d'une certaine manière. C'est Bien sûr. l'organisation de toute la chaîne de valeur. Voilà, Exactement. et c'est justement ma deuxième question que je voulais poser à Sarah, tout simplement. C'est tout simplement quelles collaborations qui peuvent être développées entre médecins, chercheurs, tout simplement la chaîne. ah oui, tout à fait. Parce que, donc, comme l'a dit Jean-Robert et même Didier, en fait, c'est toute une chaîne de valeur. Et Mhm. le plus important, en tout cas, c'est que l'expérience ou l'usage ou l'efficacité de ces plantes-là, OK, elles sont prouvées, mais ça nécessite du coup de documenter ça, de sécuriser ça et de produire quelque chose qui soit reproductible. Et c'est là aussi que rentre en compte la pharmacovigilance. La pharmacovigilance, justement, qui est la science justement de surveiller euh, les traitements ou les médicaments une fois qu'ils sont produits, qu'ils sont mis sur le marché pour pouvoir avoir les différents effets indésirables qui sont déclarés et avoir justement toute cette chaîne de sécurité euh, thérapeutique et médicamenteuse. Et ça, c'est vraiment important parce que du coup, dans la pharmacopée, une fois qu'on passe cette étape-là où on standardise les doses, où on crée quelque chose qui apporte une valeur ajoutée et qui ensuite peut être reproductible à l'échelle nationale, continentale ou voilà, vraiment un peu plus loin, il y a lieu aussi maintenant de s'assurer est-ce que c'est qu'on produit, est-ce que c'est qu'on utilise est sûr. Est-ce que c'est quelque chose qui peut, est-ce qu'on peut empêcher justement que ça représente un enjeu de santé publique ou un enjeu sanitaire demain? Parce qu'en fait, le Tout à fait. se situer uniquement à l'instant T, mais voilà, de pouvoir anticiper les potentiels effets indésirables qui peuvent ressortir. Et c'est là, du coup, que joue aussi toutes les politiques, tous ces cadrages-là et tous ces différents intervenants, donc les chercheurs,
les médecins et même les patients eux-mêmes, hein, parce que les patients eux-mêmes sont en mesure c'est même les premiers, on va dire les premiers éléments en fait de cette chaîne-là, parce que les effets indésirables sont ressentis par ceux qui consomment ces traitements. Et donc, c'est à ces moments-là en fait qu'on met en place quelque chose de robuste qui permet justement de sécuriser et de rendre crédible notre pharmacopée, en tout cas nos systèmes de santé. Pour ajouter, Marcel, Marcel, je voulais ajouter Oui. quelque chose. ouais, je voulais. Ok. Vas-y, vas-y. Alors, Un peu. allez-y, Vas-y. vas-y. Oui, nous avons une nutritionniste parmi nous et elle ne va pas me contredire lorsque je dirais que toutes les plantes qui se retrouvent, qui viennent naturellement du sol, n'est pas nocive à notre organisme. Pourquoi je dis ça? Parce que tout à l'heure, tu as dit, Sarah, que il faudrait veiller sur en fait, avoir la pharmacovigilance. OK. Mais moi, je vais dire ceci. Je prends l'exemple de notre pays parce que nous avons, je peux dire, le deuxième plus grand massif forestier tropical du monde, dans lequel toutes les diversités, je peux dire, toutes les diversités de plantes se retrouvent. Et il y a des plantes comestibles et des plantes non comestibles. Mais dans 99% des taux de cas des plantes comestibles n'est pas nocif à notre organisme. Pourquoi? Parce que nous venons de la terre. Nous, on peut retourner à la création, à la Genèse. Nous venons de la terre. Si nous regardons notre constitution humaine, notre constitution de cellules, je peux dire toutes les molécules de notre système immunitaire de notre organisme, on le retrouve dans la terre, dans les plantes. Donc, je peux dire que la pharmacopée en soi, je peux dire c'est une mine d'or qui pourrait nous aider à trouver mieux de solutions pour je peux dire pour prolonger la vie humaine sur cette terre. Parce que dans l'ensemble des molécules constitutives des légumes, des fruits, des féculents, des champignons, de tout ce que nous avons, nous le trouvons dans notre organisme. Il suffit seulement de remodeler le mode d'utilisation et l'organisme se reconstitue et il fonctionne normalement. Donc, la pharmacovigilance peut être au niveau du conseil. Comment orienter les personnes, quoi manger, quand manger, comment le manger, comment le mode de préparation, le mode de conservation. Parce qu'il y a certains éléments nutritionnels qui se détruisent avec le froid. Il y a certains éléments nutritionnels qui se détruisent avec la chaleur. À de fortes chaleurs, il y a des éléments nutritionnels qui sont détruits. À de basses températures, il y a des éléments nutritionnels qui sont détruits et entraînent même la décomposition tardive. Donc, on peut juste remodeler notre mode de vie en symbiose avec la nature et je pense que tout sera correct pour l'être humain. C'est un peu ça que Je crois. Je vais compléter avant Exactement, de laisser docteur voilà, Sarah parler. Voilà. Le docteur Naomi. C'est vrai que je suis d'accord avec ce que vous dites dans l'ensemble, mais il faut quand même être vigilant parce que ça ne veut pas dire parce que ça vient de la nature et que tout est safe au niveau du corps. Quant à tout ce qui est dosage et posologie, de fois, quand cela n'est pas bien respecté, avec un excès, on peut avoir des conséquences de toxicité au niveau hépatique ou au niveau rénal. D'où je pense que l'importance de la pharmacovigilance pour veiller à ce que les plantes soient prises dans les bonnes proportions, dans les bonnes quantités, respecter les contre-indications parce qu'il y a des plantes qui ne peuvent pas être prises quand il y a un terrain
biologique quelconque qui est défini. Sur ce point-là, il faut quand même rester vigilant. On peut en consommer, oui, mais avec quelle quantité pour éviter tout ce qui est toxicité qui pourra, qui peuvent être comme conséquence. Il faut vraiment Mais bien garder sûr, une bien sûr. vigilance Alors, je crois que le meilleur exemple, ça, vous avez tout à fait raison. Et en fait, le meilleur exemple, on va prendre une plante qui est la plante que tous les Africains connaissent bien, qui est le manioc. Bon, bah, le manioc, comme on dit chez nous, dans le manioc, tout est bon. C'est comme chez nous avec le cochon. Hein. C'est vrai que on peut tout prendre dans le manioc, sauf que il y a certaines transformations d'abord, il y a quand même une certaine nocivité dans les feuilles de manioc, il faut absolument le traiter, hein, sinon ça va pas bien. Il y a aussi la transformation du manioc en, je vais prendre le cas des chicoines. Quand on mange des chicoines, le chicoine, c'est un tas d'amidon aussi. Hein. Si on en prend trop, c'est pas bon pour la santé non plus. Donc, effectivement, il y a toute une éducation qui doit se faire avec. C'est vrai pour les piments, c'est vrai pour tout. Et vous avez tout à fait raison. En dehors des prises de médicaments ou des prises de plantes comme médicaments ou autres, dans la nutrition de tous les jours, il y a aussi une vigilance à avoir, mais une vigilance personnelle qui va avec une éducation, en fait. Exactement, c'est exactement ça ce que le docteur Nora a dit et même ce que Didier dit. En fait, les plantes, quand bien même elles sont naturelles, en fait, il y a cette question en fait de dose et cette question et même de contre-indication parce que ça rejoint même ce que vous disiez au début quand on parle en fait du diagnostic biologique. Donc du coup, prendre X ou Y plante et mélanger peut-être pour un problème quelconque, en fait, il faut savoir est-ce qu'on peut avoir le goût parce que je donne l'exemple justement des traitements traditionnels qu'on retrouve au Congo notamment, et je pense même dans beaucoup de pays d'Afrique, où on a en fait une boisson ou un mélange en fait qui associe plusieurs plantes et c'est un peu présenté comme des remèdes miracles hein, qui guérissent tous les maux du monde. En fait, donc du coup, c'est un peu ça parce qu'on s'est dit, ok, comme c'est naturel, donc je fais mon petit cocktail où j'associe en fait plusieurs plantes comme ça, mais en fait sans pharmacovigilance, sans une réelle surveillance, ces plantes-là, ces traitements-là peuvent devenir plus nocifs en fait qu'un médicament qui est testé et approuvé scientifiquement parce qu'en fait, il faut justement réussir à déterminer le bon dosage, la bonne posologie et aussi réussir à inculquer cette éducation-là et cette sensibilisation-là sur l'usage, l'utilisation et savoir comment utiliser ces traitements-là. Parce que sinon, on a beau dire que c'est naturel, ça vient du sol, mais même quelque chose d'aussi basique comme l'eau, pris à outrance, où voilà, tu en prends de façon vraiment non contrôlée. Même l'eau, où on dit l'eau c'est la vie, même l'eau peut devenir nocive. Donc, du coup, c'est important en fait de mettre en place cette pharmacovigilance parce qu'en fait, la pharmacovigilance permet de suivre et de surveiller un traitement même après sa production, donc de rester justement au fait des différents effets indésirables qui peuvent être déclarés et d'adapter si besoin en fait, d'adapter si besoin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même dans les traitements qu'on a, rien ne reste figé dans le marbre. C'est parce que justement, il y a toute cette surveillance, toute cette sécurité qui est mise en place. Il y a des traitements qui, parce que les populations évoluent en fonction justement des l'hygiène des vies, des aspects environnementaux, où il y a parfois des changements qui s'opèrent dans notre organisme. Et certains traitements, peut-être qui fonctionnaient très bien il y a 5 ans, 10 ans ou 15 ans, ne seront plus forcément adaptés aujourd'hui. Et c'est grâce à la pharmacovigilance notamment qu'on arrive à déceler ces différents aspects-là. Et ça, c'est très important à mettre en place. Tout à fait, tout Voilà. à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a tout un rapport en général au vivant à avoir. C'est là où voulait en venir le docteur Naomi.
on a eu, que ça soit en Afrique ou ailleurs d'ailleurs, un rapport au vivant qui a été totalement déformé par des dogmes, par des philosophies, par des religions, etc. Et je crois qu'on a perdu un certain bon sens sur ce qui nous faisait du bien ou ce qui nous faisait du mal, etc. Par dogmatisme souvent, par méconnaissance, et je crois que c'est aussi un travail de fond à faire, aussi bien pour la nourriture que pour la médecine, c'est revenir à l'essentiel qui est le respect du vivant et savoir que l'humain fait partie intégrante du vivant. Il n'est pas à part. Hein, voilà. Bien sûr, bien sûr. On arrive bientôt à notre fin d'émission. Ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de vous donner la parole à chacun. 3 minutes. Vous avez 3 minutes. Chacun. Moi, je ne parle plus. Si, Didier, vous allez même intervenir le dernier pour clôturer cette émission. Mais, Ah ben voilà. tout d'abord, Bon. qu'est-ce que vous souhaitez, chacun d'entre vous, adresser aux décideurs et aux autorités sanitaires? Quel message que vous voulez leur donner? Je vais commencer par Jean-Robert. Merci Martial. Alors le message, c'est vrai que c'est un message, je ne sais pas s'il est politique ou scientifique, mais en fait, on va essayer de faire avec. Le message aujourd'hui, c'est en fait, c'est une introspection des savoirs. C'est-à-dire que nous avons les savoirs qui sont locaux et nous avons aussi des savoirs qui nous viennent d'ailleurs. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de ne pas exclure, parce que la plupart du temps, ce qu'on a fait, et tout le long de l'émission, on en a parlé, on a évoqué ça, c'est-à-dire qu'on a pris un certain nombre d'habitudes alimentaires, consciemment, inconsciemment, on a mis de côté. Non, aujourd'hui, en fait, il faut réconcilier les deux. Il n'y a pas une exclusion. Donc, ça veut dire qu'en fait, nous avons des savoir-faire locaux, quels qu'ils soient, et notamment au niveau de la pharmacopée, qu'il faut creuser, il faut remettre en selle. Bien sûr, en changeant, comme on venait de dire, donc de méthodologie, il s'agira donc d'éduquer à la fois donc les populations, mais aussi les praticiens. Et je pense notamment aux médecins parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire de la part des médecins qui ne font pas confiance à leur propre pharmacopée. Alors qu'aujourd'hui, je pense que ce seraient des bons relais, ce sont des bons relais qui devaient même aller, j'allais dire, s'intéresser à ce qui se fait dans les quartiers pour, je veux dire, formaliser des études cliniques. Des études cliniques dans ce sens, en réalité, ils ont des patients, ils peuvent passer par le biais des associations ou par différentes organisations pour mettre en place quelques petites études. Ça peut être des petites études de 15, 10, 20 personnes exactement pour avoir des données, et ça rejoint Nora de ce qu'elle disait, qu'en fait, commencer à avoir des propres données, parce que faire une étude avec la même plante en Savoie ou en Centrafrique, ça ne donnera pas les mêmes résultats. Ça ne donnera pas les mêmes résultats, et donc ça veut dire qu'il faut commencer à aller vraiment étudier sur place ce que ça peut donner, et ensuite confronter avec ce qui a été fait, ce qui se fait ailleurs. La bibliographie existe, et donc ça c'est un point important. Deuxième point important, c'est effectivement aussi, et là je parle aux décideurs politiques, c'est l'État, c'est l'État de l'infrastructure de santé qu'il y a aujourd'hui. Donc, quand on regarde un petit peu ce qu'il y a, malheureusement, ça laisse à désirer. Que ce soit pour les pédiatries, les enfants qui doivent être pris en charge pour les paludismes, parce que c'est urgent, ou pour les femmes enceintes qui vont pour donner la vie, malheureusement, elles donnent la vie dans des conditions qui sont désastreuses. Donc, vous voyez, donc, en fait, il y a une réflexion à avoir. Remettre en l'état les structures sanitaires de manière à ce que ça puisse valoriser eux-mêmes les décideurs et forcément les populations. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire à ce niveau-là. En tout cas, merci déjà pour ces temps d'échange qui est encore enrichissant et confortant dans les projets que chacun de nous mène. Et moi, ce que je peux dire, vraiment, aujourd'hui, il faut savoir que l'Afrique n'a pas besoin d'importer la totalité de ses remèdes.
Ce dont l'Afrique a besoin aujourd'hui, c'est de valoriser ce qu'elle a toujours eu, ce que la tradition savait. Il y a quelques études scientifiques aujourd'hui qui le confirment. Alors, notre rôle aujourd'hui en tant que scientifique, pharmacien, clinicien, c'est de faire le pont entre cette tradition et la science, entre les ressources qu'il y a dans les continents d'une manière générale et le besoin de la population africaine. Et le modèle, en fait, c'est ce que nous représentons aujourd'hui au niveau de cette rencontre. C'est exactement les modèles dont l'Afrique a besoin. Des chercheurs qui vont expliquer pourquoi telle plante marche biologiquement, à quel niveau, comment les réintroduire au quotidien, la pharmacovigilance qui est là pour nous permettre de garantir une sécurité, et la clinique qui vient soutenir pour valider au niveau du terrain avec des études randomisées, de sorte à ce que nous puissions valoriser toutes les informations récoltées au niveau international et asseoir la valeur concrète de la pharmacopée africaine. Les compétences sont là, les plantes sont là, les maladies progressent, les solutions sont également là. Qu'est-ce qu'on en fait? Ce n'est pas du tout une utopie, c'est déjà en marche. Ce dont nous avons concrètement besoin, ce sont les institutions. On a besoin des financeurs, on a besoin des décideurs politiques qui puissent rejoindre cette dynamique pour qu'ensemble, qu'on puisse promouvoir la santé de la population africaine, pour les Africains, par les Africains. Voilà ce que je peux dire. Exactement. Exactement, puis vous avez totalement raison. Je pense qu'on est tous dans ce même commun, vision et volonté. Et je pense que Sarah, vous avez à peu près les mêmes choses, mais je vois que vous avez un peu plus à dire quand même. Est-ce que je Oui, me trompe ou pas? oui, je suis totalement d'accord avec ce que Jean-Robert et ce que Nora vient de dire. Et moi, ce que j'aurais à dire, si je peux dire quelque chose aux décideurs, c'est que c'est simplement que l'Afrique aujourd'hui n'a pas besoin forcément de consommer des solutions de santé qui viennent d'ailleurs ou de calquer des systèmes de santé ou des solutions qui viennent d'ailleurs, mais elle a besoin de les produire elles-mêmes, les évaluer, les suivre et les sécuriser elles-mêmes. Et pour ça, et pour ce faire, il faudrait la mise en place des politiques de santé qui permettent d'aller en fait dans cet objectif-là Ah, commun, ah, investir dans la recherche, dans la pharmacovigilance, dans les moyens pour permettre aux professionnels de santé, les médecins et tous ceux qui œuvrent pour cet objectif-là, ce n'est pas une dépense, c'est plutôt un investissement stratégique qui nous mène à notre souveraineté sanitaire. Et aussi, j'aimerais insister aussi et dire aux décideurs, à toute personne qui occupe cette position-là de pouvoir bouger les choses, c'est que la santé ou le savoir africain ne doit pas dépendre du favoritisme, de la corruption ou de la capacité à payer, malheureusement. la capacité à sortir de l'argent. C'est un droit qui doit être contrôlé, financé et mis en œuvre pour l'intérêt commun. Ce n'est pas quelque chose qui doit dépendre de son rang, du rang social ou du cercle auquel on appartient. C'est quelque chose qui est de droit à tous. Et c'est pour ça Bien que sûr. nos décideurs, nos politiques doivent mettre en place les moyens nécessaires qui existent déjà, mais qui doivent être alloués et qui doivent être mis à bon escient pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Voilà.
Exactement. Mais c'est encore un merveilleux message. J'espère qu'il sera vraiment entendu dans les bonnes oreilles qu'il faut. Et pour cela, bah, je vais me retourner sur le docteur Muyambi, Naomi, qui a aussi, je pense, un mot fort à exprimer sur ces sujets. Et Naomi, je vous laisse vous exprimer pour ce dernier mot. Qu'est-ce que vous allez dire aux décideurs? Ben, le mot, il est le même. Nous avons considérablement besoin que les décideurs, que les autorités, les investisseurs prêtent vraiment une attention particulière par rapport à la pharmacopée africaine particulièrement, parce que nous sommes africains, et la pharmacopée européenne aussi, parce qu'il y a beaucoup de plantes que nous avons eu à avoir connaissance. Ça ne se cultive pas chez nous, mais ça se cultive au niveau de l'Europe là-bas, dont les propriétés permettent aussi le traitement et le suivi des pathologies en Afrique. Donc, vu l'augmentation des maladies dans le monde, nos autorités, nos décideurs devront renforcer leur investissement dans la recherche scientifique. Parce que lorsque nous découvrons que toutes les plantes que nous pouvons avoir à notre portée peuvent aider la médecine moderne à mieux prolonger la vie humaine, il y a de quoi tirer attention. Bien sûr. La médecine moderne, elle est moderne parce qu'on l'a actualisée et validée. Mais la médecine traditionnelle, qu'on appelle traditionnelle, la pharmacopée, phytothérapie, elle est encore, je peux dire, orpheline ou silencieuse parce qu'on n'y prête pas vraiment attention ou on l'évite. Mais par contre, c'est ce qui peut nous permettre d'évoluer de manière progressive dans les solutions pour le bien-être humain. Lorsque, au niveau des universités, on arrive à promouvoir les formations sur la recherche la recherche des molécules adaptées à chaque type de maladie. Je pense bien que le développement même de la société pourra aller de manière croissante parce qu'une fois qu'on développe ces capacités, il y a aussi le besoin, comme on dit, l'offre et la demande. Donc, plus il y a de la demande, l'offre doit aussi augmenter. Moins il y a de demande, l'offre ne pourra pas augmenter. Donc, s'il y a plus de recherche, il y aura plus de créativité et on doit promouvoir et le protéger. Parce qu'une fois créé, une fois découvert, on doit protéger cette valeur-là. On doit la protéger, on doit la rationaliser et la sécuriser, de sorte que ça puisse permettre à l'évolution de l'être humain. Je vous ai dit, il y a un siècle, il n'y avait pas certaines pathologies que nous avons aujourd'hui. Mais nous devons voir les perspectives dans un autre siècle, dans le futur. Comment pouvons-nous faire pour éviter ces maladies? Parce que nous allons de manière décroissante. Les maladies sont en train d'augmenter le taux de mortalité, de morbidité, de contamination. Il y a plusieurs virus qui se découvrent à tout hasard. Mais pourquoi? Par rapport au mode de vie que l'être humain est en train lui-même de créer. Donc, lorsqu'on arrive à protéger ces valeurs, protéger ce savoir, amener à respecter les normes scientifiques et éthiques, je pense que l'émergence industrielle, la croissance et le développement de chaque pays pourra être, je pense bien, pourra être bénéfique pour tout le monde. Donc moi, je dis qu'il faut aller, il faut prêter oreille et agir. Il ne faut pas juste prêter oreille et rester à nous observer. Il faut nous aider. Voilà. Bon, bah, j'espère que les gouvernements vont entendre tous vos messages. Alors, je me retourne sur Didier Renaud.
président de l'ADAC. Je vais lui donner le dernier message qu'il peut donner de cette émission. Alors, moi, ce que j'ai entendu m'émerveille, d'abord parce que je vous connais tous, plus ou moins, et je suis vraiment devant votre savoir et surtout devant votre humanisme et votre volonté de partager ce savoir, ce qui est important. Moi, ce que je puis vous dire, c'est que dans la mesure de nos moyens et de nos connaissances, l'ADAC, qui a été à l'initiative le 22 mai des premières rencontres, veut que tout ceci continue dans un atelier très spécifique de travail entre vous et avec d'autres que nous allons ramener au fur et à mesure, à nous collectivement de construire un récit que nous allons faire, que nous allons communiquer aux politiques, aux différents gouvernements, aux industriels, aux autres médecins. Nous allons construire un récit pour convaincre que ce que vous venez de défendre les uns et les autres, c'est l'avenir. C'est l'avenir parce que c'est éminemment humain. C'est éminemment la défense du vivant. Je crois que maintenant, c'est à nous. Vous savez, toute chose commence par une petite équipe et c'est à nous de faire grossir cette équipe et de nous faire entendre. Et je crois que le 22 mai, plus cette émission, plus tout ce qui va se passer derrière, va aider à nous faire entendre et à convaincre que c'est un bon chemin. Voilà. Bon, en tout cas, ça ne sera pas la première émission, parce que je vous remercie déjà à vous tous d'avoir passé ce temps sur Canal K Web TV. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour le bien-être humain et j'espère vous voir vraiment très très vite. Voilà. En tout cas, merci à vous. Je vous dis à très très bientôt sur Canal K Web TV.